Mes chers amis, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver sur la chaîne de la French Touch. Et on profite de cet agréable dimanche en fin de journée, voilà, pour faire une petite vidéo, une petite review, surtout un petit récap, voilà, de tout ce qui s'est passé cette semaine. Il s'est passé beaucoup de choses. Évidemment, comme vous commencez à voir peut-être un petit peu la chaîne, si vous avez été un des viewers, un des premiers viewers, vous avez dû voir que effectivement j'ai bien tapé sur The Acolyte. Vous savez, je pense qu'il y avait de quoi parce qu'ils nous ont vraiment produit de la part de Lucasfilm et Disney, ils nous ont fait un véritable four. Et je comprends toujours pas comment c'est possible que un scénario pareil ait pu passer les pré-prod, la prod et puis évidemment la post-prod. On va peut-être voir aussi qu'est-ce qui se passe pour la saison 2 de House of the Dragon qui arrive ce soir. Et les premières reviews, les premières critiques sont tombées dans certains journaux. Écoutez, on va voir tout ça. Alors comme vous voyez, c'est une vraie bombe à retardement ce truc. Sincèrement, je ne sais pas comment ils vont faire chez Disney, hein, parce que je ne suis pas inquiet pour eux, je veux dire, mais je suis inquiet en tant que viewer, que amoureux de la trilogie originelle et de la trilogie et des préquels de George Lucas. Je suis amoureux vraiment des 6 films. Je suis très très inquiet voilà, de tout le futur de Star Wars parce que c'est une catastrophe. Ils se font review bombing de partout. Il n'y a pas grand chose à dire sur The Acolyte à part que il se fait décapiter de partout. Et voilà, écoutez, on voit quelques petites reviews là. C'est terrible. The sight of the lightsaber coming to life has become about as thrilling as turning or table lamp. Pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire que c'est devenu aussi passionnant que d'allumer et éteindre une lampe de chevet. Bon, mon rating, à moi, vous le connaissez, hein, c'est 0,5. Je crois que c'est le truc le plus affreux que j'ai jamais vu d'un produit Star Wars. Ah oui, et autre chose. Attendez, il faut absolument qu'on voit ça. Regardez-moi ça, mes amis. Leslie Hayland, elle veut amener les chevaliers de l'ancienne République sur nos écrans. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait depuis plusieurs temps que l'idée lui trotte dans la tête de faire une adaptation live de The Old Republic. Étant donné ce qu'elle a fait sur The Acolyte, mais surtout, mais n'y touche pas. C'est le diable qui va toucher notre Saint Graal. Genre, s'il te plaît, Leslie Helland, ne touche pas ça. Je veux dire, éloigne-toi. On ne veut pas ta patte ignoble sur quelque chose d'aussi extraordinaire. Ne touche pas à The Old Republic, à l'ancienne République, s'il te plaît. Reste dans ta haute République. Bon, écoutez, on va lire un tout petit peu. C'est une traduction, hein, parce que je l'ai fait en traduction pour que éventuellement vous puissiez lire en même temps que moi. Donc je vais peut-être traduire si la traduction a été mauvaise. La showrunneuse derrière le dernier né de Disney+, The Acolyte, a réitéré son intérêt pour la création d'une série live basée sur le merveilleux jeu vidéo de 2003, Les Chevaliers de l'Ancienne République. Et là, il y a marqué oui, fais-le tout de suite. Bah, excuse-moi, non, le fais pas, quoi. Enfin, je veux dire, surtout casse-toi, hein. Donc en fait, ça fait depuis un petit bout de temps, vous allez voir un petit peu quand on va continuer cette review, que Leslie Helland, elle a l'idée d'adapter Les Chevaliers de l'Ancienne République dans une série live parce que elle a aussi aimé KOTOR 2. Elle a adoré le personnage de Kreia. Voilà, et en fait c'est Dars Straya pour ceux qui connaissent pas. Moi j'adore les deux, hein, dans les Chevaliers de l'Ancienne République. Je dois avouer que j'ai une préférence pour le premier jeu vidéo. Je l'ai fait, je l'ai retourné dans tous les sens. Je suis vraiment un gros fan de cette licence. Et donc elle aurait l'idée de produire et de développer une série sur KOTOR 2. Alors Leslie pointe, elle s'est entretenue avec le site brésilien au superbe nom Omelette. Alors petite réflexion là-dessus, il me semblait que c'était un site espagnol. Donc je ne sais pas s'ils se sont trompés. Donc voilà, à propos de sa passion pour le RPG, bah écoute, garde ta passion pour toi toute seule, hein, si tu veux, parce que si tu vas encore nous faire une poubelle en feu comme The Acolyte, on n'a pas très envie. Traduit par IGN, et donc le writer, il a expliqué qu'elle était elle a expliqué, excusez-moi, c'est la traduction qui m'embrouille, l'écrivaine, l'écrivain, bon bref, on s'en fout, elle a expliqué qu'elle était particulièrement intriguée de se plonger dans KOTOR 2, personnage aveugle et neutre en termes de force à la vie. Alors attendez, là c'est en train de me mettre un gros blanc, parce que normalement KOTOR 2, Kreia, c'est Darstraya en fait, et elle n'est pas du tout neutre en termes de force. Enfin, je veux dire, c'est un méga senior seed. Encore une boulette. En tant que guerre des étoiles agnostique, je trouve que ma patience pour les multiples séries profondes ne cesse de se planifier. La prochaine fois, je ne mettrai pas la traduction parce que c'est en train de m'embrouiller. Donc écoutez, je vais lire et puis je vais vous faire le résumé. Ah oui, je m'en rappelle. En fait, elle a dit qu'elle n'a pas aimé toutes les séries Star Wars qui ont été produites
par Disney+, et qu'elle, elle avait aimé que Andor. Et voilà, et le reste, elle trouvait ça poubelle. Donc je sais pas pourquoi elle aime bien Rosario Dawson. Ah oui, bah vous voyez, elle le dit là. Elle pouvait pas s'en sortir sur Ahsoka, et en fait, la traduction est mauvaise. Elle a pas aimé Ahsoka. Donc sympa, merci Dave Filoni, va te faire voir. Donc en fait, ce qu'elle veut, elle, c'est se sentir libre, parce que je sais, j'ai lu d'autres reviews, hein, de créer quelque chose dans un univers dans lequel elle n'aurait pas de choses qui la retiennent. Je trouve que c'est très inquiétant, parce que justement, il y a eu énormément de créations qui ont été effectuées sur l'ancienne République, et évidemment le jeu The Old Republic, son objectif, c'est d'avoir un univers bac à sable dans lequel elle puisse nous pondre toutes ces idées dégueulasses qu'elle a essayé de nous faire entreapercevoir avec The Acolyte. Si Lucasfilm et Disney lui donnent les clés pour s'exprimer dans The Old Republic, c'est une catastrophe. Voilà, j'ai fait le résumé, hein, j'ai pas, on n'a plus suivi l'article, et regardez ça. Je suggère que Headland adapte d'abord le premier jeu avant de passer à Kreia. Donc ça, c'est le journaliste, il dit parce que je le veux, parce qu'il s'agit de moi. Oui, mais enfin, Lazy Headland, je suis pas sûr qu'elle t'écoute, mon pote, hein. En fait, le problème, c'est que The Acolyte se prend en ce moment tellement un review bombing de partout, mais vraiment, mais on va dire de 95% de tous les critiques ciné. Alors, il y en a quelques-uns qui font encore de la résistance wokiste, il y en a quand même assez peu. Et je dirais presque même ceux qui sont un peu woke, c'est-à-dire que ceux qui sont pas trop plongés dedans, ils ont vu que c'était une catastrophe, The Acolyte. Je veux dire, il n'y a rien à sauver dans cet épisode 3. Bon, l'épisode 1-2, je l'ai trouvé bof, mais l'épisode 3, mon Dieu, quelle bouse. Je veux dire, au niveau du scénario, il n'y avait rien de logique. On pourrait me rétorquer que, effectivement, c'est peut-être pas la petite qui a buté tout le monde, mais c'est pas grave, c'est tellement mal amené. Je veux dire, c'est hyper mal foutu, on comprend rien, les personnages sont très mal écrits, la cérémonie des sorcières, mais quelle honte pour Star Wars. C'était un mélange du roi lion et des elfes du Seigneur des Anneaux. Non mais je veux dire, s'ils avaient voulu être intelligents, ils auraient peut-être à la limite nous faire les sorcières de Dathomir, mais là, ils nous ont rien mis, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. Et en plus, j'ai changé de page, hein, et en plus, Anakin Skywalker, il est complètement mis de côté à cause de la nouvelle philosophie de la force que Leslie Helland veut développer. Donc je veux dire, évidemment, c'est un garçon, Anakin Skywalker, donc il faut absolument l'effacer, il faut absolument le cancel. Ben, écoutez les amis, il faut pas se laisser faire, hein. Je parle comme si c'était un sujet important, mais vous allez être surpris, pour moi c'est un sujet important, et je pense que pour vous aussi, peut-être si vous regardez, ou si vous êtes un amoureux de la guerre des étoiles, parce qu'en fait ce qui s'est passé, avec cette histoire de création de jumelles, voilà, comme quoi il y a une mère porteuse et puis l'autre qui, grâce à la force, elle arrive à l'engrosser, et ben en fait, ça rend complètement obsolète tout ce qui a été fait par Dark Plagueis, Dark Sidious et la création d'Anakin. Parce que la création d'Anakin, elle reste encore mystérieuse, hein. Sa mère, Shmi Skywalker, elle dit qu'il n'a pas de père, mais ça reste toujours relativement flou en fait. Et c'est là le génie de George Lucas. C'est qu'il nous laisse toujours dans un flou, il ne répond pas précisément à la question. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que nous, on a envie d'en savoir plus. Et si vous avez lu aussi le livre Dark Plagueis, c'est mon livre préféré d'ailleurs de la guerre des étoiles, et il y a plein de réponses qui sont apportées dans ce bouquin sur la création de la vie grâce à la force. C'est un chef-d'œuvre de la littérature star warsienne, j'entends, et aussi en plus, de surcroît, c'est extrêmement bien écrit. Je vous le recommande, et c'est extraordinaire parce que là, on voit à quel point des seigneurs Sith extrêmement puissants ont énormément de mal à justement trouver la voie de la vie dans la force. Et là, qu'est-ce que nous fait cette horreur de Leslie Helland et cette, j'allais dire un gros mot, cette sous-merde, moi les jours on va le dire, de The Acolyte? Il nous trouve une cérémonie what the fuck, des sorcières complètement nulles, et elles, sans problème, elles sont complètement random, quoi. Je veux dire, elles ont pas de nom, on sait pas qui c'est n'importe quoi. Et elles, voilà, ça y est, elles maîtrisent la force, la vie dans la force, la création de la vie dans la force. C'est un effacement complet de tout l'aspect biblique de la création d'Anakin Skywalker, aussi de le fait que Anakin Skywalker soit l'élu. Donc en fait, ils essayent complètement d'effacer toute la création de George Lucas. De IMDb,
Et regardez combien c'est noté. Ça a été noté 3,4 sur 10, l'épisode 3, mais vous avez vu 3,4 sur 10 IMDb. On est dans les plus gros nanars produits de l'histoire cinématographique et vidéoludique mondiale. C'est une catastrophe. Vous avez vu l'épisode 1, saison 1, bon, là c'est encore à 5,6. Je lui ai laissé sa chance, même si je commençais déjà un peu, voilà, à casser un peu du sucre sur ce nanar absolument immonde. Mais là, regardez, le troisième épisode, 3,4 sur 10 sur IMDb. Écoutez, je vais pas rester trop longtemps, enfin plus longtemps sur la review de The Acolyte. J'en ai déjà fait une. L'épisode 4 arrive le 18 juin 2024. Alors malheureusement, je ne pourrai pas faire la review le jour même. Donc malheureusement, ce sera pour le lendemain ou peut-être le jour d'après. Voilà, dès que j'aurai le temps, je m'attablerai pour votre plus grand plaisir et pour ma plus grande souffrance à la review de l'épisode 4 de The Acolyte. Ah oui, attendez, revenons un tout petit peu aussi avant de finir sur Forbes. Il y a eu une mise à jour le 12 juin de la review de Forbes. Et comme vous le savez, si vous en avez entendu parler, Forbes qui a qualifié l'épisode 3 de la chose la plus décevante jamais faite dans un épisode de Star Wars. Écoutez, je vais vous traduire le premier. Le troisième épisode de The Acolyte de Disney est un embarrassement pour la franchise entière. Thought the same could be said for so much Star Wars these days. On pourrait dire à peu près la même chose de tous les Star Wars ces derniers temps, sauf la série Andor et les tout premières saisons de The Mandalorian. Et là, en fait, c'est un sujet qui effectivement est très intéressant. Parce qu'ils disent, Forbes, je suis très étonné, hein, vous savez, ils disent quelque chose que beaucoup de fans pensent. Et c'est plutôt assez rare pour des critiques ciné et pour des critiques vidéoludiques. Andor, moi j'ai moyennement aimé, mais c'est une série excellente. Je le reconnais totalement. Et puis il y avait vraiment des plots politiques, scénaristiques. Non, c'était vraiment bien Andor. Et puis bon, évidemment, les deux premières saisons de The Mandalorian, alors avec évidemment la fin pharaonique de la deuxième saison. La troisième saison, une catastrophe woke, une catastrophe wokiste, où le personnage principal, un homme, encore une fois, délaisse son rôle et puis est mis au second plan. J'ai trouvé ça terrible. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Forbes? Alors je sais pas ce qu'ils ont changé parce que je me rappelle plus l'article originel, mais voilà, vous avez un exemple encore une fois de qu'est-ce que c'est euh, le scénario, les scripts, May qui dit The Jedi are bad et Osha qui répond The Jedi are good. Non mais on en est là au niveau de l'écriture. Vous vous rendez compte? Le niveau de l'écriture d'un show qui coûte 200 millions de dollars, mes amis. 200 millions de dollars. Vous vous rendez compte de ce que c'est? 200 millions de dollars. Putain, Peter Jackson, il a dû faire sa trilogie avec ça, quoi. C'est totalement random, hein, ce que j'ai dit, j'en suis pas sûr. Oh. Attendez, qu'on comprenne bien. C'est en dollars le budget des trois films, 93 millions de dollars pour la communauté de l'anneau. Ah oui, et 94 millions pour les deux autres. Donc, attendez, trois films d'une qualité absolument exceptionnelle, produits, filmés il y a plus de 20 ans, ont coûté 280 millions de dollars. Et attendez, il y a des versions de 4h30 sur chaque épisode. Donc ça veut dire que c'est hyper long. Ça fait quasiment 18 heures de visionnage, si je ne me trompe pas. Hein. Peut-être 16 heures de visionnage, parce que je crois qu'il y a des versions, les versions longues, je ne sais plus combien. 4 heures, peut-être 5 heures, je ne me rappelle plus. Bon bref, la communauté de l'anneau a coûté 93 millions de dollars et 94 millions pour les deux autres. Attendez, ça veut dire que les deux tours et le retour du roi, ça a coûté 94 millions de dollars. Mais vous avez vu la différence de production design? Non mais c'est hallucinant. Alors vous allez me dire, oui c'est pas la même chose, il y en a un c'est un film, enfin c'est deux films, c'est trois films, et l'autre c'est une série. La licence de Star Wars, c'est censé être une licence à laquelle Disney Star Wars fait très attention. Ils doivent en prendre soin de leur licence, donc ils mettent les moyens de production. Les moyens de production de design, les moyens de scénario, les moyens des effets spéciaux, tout ce que vous voulez. La série a coûté à peu près, un peu moins, hein, mais à peu près 200 millions de dollars. Et c'est là où tu vois la différence d'une équipe de prod et de réalisation qui gère tout le film. Le Seigneur des Anneaux est un chef-d'œuvre indémodable. Moi, franchement, je le regarde chaque année. J'ai toujours les larmichettes aux mêmes endroits, quoi. Enfin, c'est extraordinaire. C'est un conte magique. Bon, les bouquins, évidemment, sont exceptionnels. Je parle pas des bouquins, là. On reste dans le cinéma. Mais la trilogie du Seigneur des Anneaux, j'étais le voir au ciné à l'époque. Quel chef-d'œuvre! Les frissons à tous les coins d'écran. Et quand tu compares ça à 200 millions de dollars pour faire une bouse comme The Acolyte, non mais là, tu te rends compte qu'il y a un vrai problème.
Il y a un vrai problème de production, il y a un vrai problème, alors c'est peut-être de temporalité. Je sais pas, ça fait peut-être vieux con de dire ça, mais vous vous rendez compte la différence? Il faut vraiment comprendre ce qui est en jeu ici, vraiment, sincèrement, je le pense, hein. Quand tu mets des gens qui sont pas compétents aux rênes de la production design et de toute la production, ça fait de la merde comme The Acolyte. On en a fini pour The Acolyte, je vais pas m'attarder plus dessus, et on va voir la saison 2 de House of the Dragon, mes chers amis, enfin, qui sort. La saison 2 de House of the Dragon sort. J'ai dû le voir 3 ou 4 fois, la saison de House of the Dragon. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors, effectivement, il y a des petits défauts dans la série, mais elle est d'un production level, production design, des décors, du scénario. Tout est exceptionnel dedans. Donc, House of the Dragon a fait son chemin dans une saison 2 plus grande et plus sombre, critique télévisée. Écoutez, on va peut-être pas tout lire, mais on va quand même y aller. Alors, la première saison de House of the Dragon, la préquelle de Game of Thrones, merci, de HBO, le premier spin-off de l'histoire de la chaîne, a été largement considéré comme un succès. Effectivement, c'est un succès énorme. Attendez, la première saison... Ah mais oui, attendez, c'était sorti en même temps que les Anus du pouvoir. Hein. Les Anus du pouvoir, les Anneaux de pouvoir, lol. Encore une différence de qualité. Attends, écoutez quoi, 1 milliard de dollars, les Anneaux de pouvoir, 280 millions pour la trilogie de Peter Jackson. La comparaison à l'époque a fait très très mal. Les Anneaux de pouvoir versus House of the Dragon, mais il n'y avait même pas de match. Là, ça va être un autre match. House of the Dragon versus les Anneaux de pouvoir, maintenant c'est House of the Dragon versus The Acolyte. Il s'agissait aussi en substance de 10 heures de mise en scène, traversant des décennies de contexte pour emmener le public au bord de la guerre civile de Westeros, connue sous le nom de la danse des dragons. Effectivement, ce qui est hyper bien fait dans House of the Dragon, la première saison, c'est que on parcourt un grand laps de temps, sauf notre ami, je sais plus comment il s'appelle, le chevalier là. Lui, il vieillit jamais. Ça, c'était très marrant. Donc voilà, malgré ses nombreux atouts, la série a commencé trop comme un oxymore structurel. Voilà, donc trop précipité pour faire l'intrigue patiente et la construction du personnage, etc. Bon, eux, ils ont trouvé ça trop précipité. Moi, je suis pas d'accord. J'ai trouvé que les personnages étaient plutôt bien posés. Et au contraire, on prenait le temps de raconter l'histoire. Alors, je peux comprendre ce qu'ils disent, Variety. On lit un petit peu moins, il y a un peu moins d'empathie qui est développée avec les personnages, parce qu'effectivement, une saison sur un laps de temps très long. Ce qui fait que, en fait, chaque épisode a un énorme. Il y a 10 ans qui se passent entre certains épisodes. Donc en fait, tu perds un petit peu la connexion avec les personnages. À titre personnel, je trouve que c'est pas grave parce que j'ai adoré cette saison. Ah ouais, et Paddy Considine, extraordinaire. Vous vous rappelez quand il rentre dans la salle du trône? Alors attendez, on va voir un petit peu. Voilà. Alors, oh là là, oh mon dieu, la review, vous avez vu ça? Dans la saison 2, House of the Dragon donne l'impression d'être enfin la série qu'elle a toujours été censée être. Oh là là, mes amis, ça va être exceptionnel. Il s'avère que tout ce défilé a mené à une tragédie aux proportions épiques, plus sombre que même le fameux Game of Thrones, violent et cynique, qu'on pourrait jamais rêver. Ça me fait plaisir de lire cette review par Variety. Alors écoutez, je m'emballe, mais j'ai envie de m'emballer parce que je suis en dépression nerveuse depuis 2 semaines à cause de The Acolyte. Ah oui, voilà. Au début de la saison 2, les combattants sont utilement répartis en contingents codés par couleur. Pour ceux qui vaut, les sympathies de la série sont clairement orientées vers les noirs. Bah oui, moi j'ai développé le plus d'affect à titre personnel, en tout cas pour Rhaenyra et évidemment pour notre ami Daemon. La revendication de succession de Rhaenyra est contestée en partie à cause de la misogynie, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir avec la misogynie, c'est complètement débile ou quoi? Alors ça, c'est encore un truc wokiste, c'est rien à voir, la revendication de la succession de Rhaenyra n'a rien à voir avec la misogynie. Hein, je ne sais pas si vous avez lu La Danse des Dragons, moi j'ai acheté les bouquins, j'ai commencé déjà à lire le premier tome. C'est un jeu de pouvoir, c'est le Hightower qui veut mettre la main sur le trône de fer, c'est tout, il y a rien d'autre en jeu. Il se trouve que Rhaenyra, c'est une femme. Mais attends, elle s'est fait nommer, c'est elle qui doit succéder à Viserys, normalement. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et même Daemon la soutient. On verra sur la deuxième saison. Dès le premier plan, la saison 2 signale l'intention d'élargir son objectif au-delà de l'intrigue de palais au sein d'une seule famille recomposée de quelques châteaux. Bon, je pense que j'ai lu très peu de spoil sur la deuxième saison parce que j'imagine de toute façon qu'il va y avoir une légère adaptation. Ça va s'élargir. Voilà, je pense qu'on va voir plus de familles. On ne sera pas qu'à King's Landing ou à Dragonstone, on sera à Winterfell. Génial. Le siège de la famille Stark dont la propre dissolution a constitué l'épine dorsale de Game of Thrones. Et effectivement, c'est pas un spoiler en plus, donc vous inquiétez pas pour ça mes amis, parce que vous vous souvenez que dans le trailer, ou dans un des trailers, il y avait un des fils, il me semble, de Rhaenyra à Winterfell. Je veux pas trop lire tout ça parce que je veux garder quand même le grand plaisir. Ah écoutez, ça va être une tuerie internationale. J'ai tellement hâte de voir cette série. Voilà, j'aurais voulu faire une review un tout petit peu plus longue sur House of the Dragon saison 2, mais je pense que ça fait un petit moment que je parle déjà. Ça va être une série extraordinaire. Je l'attends avec une énorme impatience.
je vais être vissé devant mon écran. Pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir ma chaîne, à mettre un like, à mettre des commentaires, à encourager le développement de la chaîne. Ça fait plaisir. J'étais très heureux de vous reparler surtout. Un excellent dimanche soir et à très bientôt les amis. Allez, ciao ciao.